Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de 3e année licence biologie moléculaire. C'est un cours du module signalisation et régulation de l'activité génique intitulé récepteurs et molécules de signalisation intracellulaire. Il est divisé en deux chapitres. Le premier, intitulé les récepteurs et leurs ligands, concerne l'étude des récepteurs cellulaires, leur classification et leurs fonctions. Et le deuxième, intitulé Réseau de molécules de signalisation intracellulaire, comporte l'étude des principales protéines impliquées dans les voies de signalisation activées par ces récepteurs. À l'issue de ce cours, l'étudiant pourra distinguer les différents types de récepteurs cellulaires, connaître le rôle et la fonction de ces récepteurs et désigner et définir les différentes protéines impliquées dans l'activation des voies médiées par ces récepteurs. Mais des prérequis sont nécessaires pour le suivi de ce cours, comme la connaissance de la structure et de l'organisation cellulaire, de la structure de la membrane plasmique et également la structure du noyau. Donc, c'est quoi un récepteur? En biochimie, un récepteur est une protéine de la membrane cellulaire ou du cytoplasme ou également du noyau cellulaire qui se lie spécifiquement à un facteur spécifique qu'on appelle ligand, qui peut être un neurotransmetteur, une hormone ou une autre substance, induisant une réponse cellulaire à ce ligand. Les modifications du comportement du récepteur protéique induites par le ligand conduisent à des modifications physiologiques qui constituent les effets biologiques du ligand. Et comme toutes les protéines, les récepteurs ont leur structure primaire codée par un gène sur l'ADN. La plupart des gènes codant des hormones comportent une petite séquence qui indique à la cellule si elles doivent être transportées vers la membrane cellulaire ou si elles doivent rester dans le cytoplasme. Les récepteurs cellulaires sont divisés en deux classes, les récepteurs nucléaires et les récepteurs membranaires. Les récepteurs nucléaires sont une famille de protéines qui se lient à la région promotrice des gènes, soit pour augmenter, soit pour réprimer leur transcription en ARN messager. Ils ont une diversité de cibles. Les récepteurs nucléaires sont également des facteurs de transcription, activés soit par des ligands lipophiles, soit par phosphorylation, ou même, non certain, ou les deux. Donc, c'est quoi un ligand? Un ligand est une hormone circulante, ou des médiateurs synthétisés par la cellule, ou les métabolites cytosoliques d'un médiateur extracellulaire. Donc, on voit ici un exemple. Cette figure représente un exemple d'un récepteur nucléaire. Donc là, on a le ligand en rouge qui va se fixer sur son récepteur correspondant. Ce dernier va se lier au récepteur RXR pour former un hétérodimère qui se lie sur les régions promotrices correspondantes de ces gènes cibles au niveau du DBD, le DNA Binding Domain, afin de réguler la transcription des gènes cibles. Les récepteurs nucléaires les plus étudiés sont les récepteurs des hormones stéroïdiennes, M1, GR, AR, ER et PR. MR pour les récepteurs aux minéralocorticoïdes, dont le ligand endogène est l'aldostérone. GR pour les récepteurs aux glucocorticoïdes, dont le ligand endogène est le cortisol. AR pour les récepteurs aux androgènes, dont le ligand endogène est la testostérone.
ER pour les récepteurs aux estrogènes, dont le ligand endogène est l'hormone sexuelle femelle, le 17-bêta-estradiol ou estradiol tout court. Et PR pour les récepteurs de la progestérone, dont le ligand endogène est la progestérone. Le deuxième type de récepteur, c'est le récepteur membranaire. Un récepteur membranaire, c'est quoi? C'est une protéine membranaire permettant la détection spécifique de molécules, notamment des molécules de signalisation, comme les hormones, les facteurs de croissance, les interleukines, etc. et qui déclenche une cascade de réactions biochimiques de transduction de signaux, faisant souvent appel à des protéines kinases, ce qui aboutit à une modification des fonctions de la cellule en réponse au signal reçu. Les récepteurs membranaires peuvent également servir à la fixation de molécules ou aussi de complexes moléculaires en circulation dans le milieu extracellulaire, en vue de leur absorption par la cellule, comme par exemple c'est le cas des lipoprotéines, qui sont des structures chargées de transporter les graisses hydrophobes dans le sang, qui est un milieu aqueux. Donc là, dans cette figure, on regarde, c'est une figure qui représente une voie de signalisation. Donc là, on a le ligand en rouge qui se fixe sur son récepteur membranaire. Cette fixation va activer la voie de signalisation correspondante qui fait intervenir plusieurs protéines intermédiaires et qui va par la suite amplifier ce signal et conduit à différentes réponses cellulaires, comme par exemple la régulation de plusieurs voies métaboliques, la régulation des gènes, de l'expression des gènes, et également elle conduit à des changements dans le cytosquelette. Après activation des récepteurs, un ensemble de molécules est mis en place afin de permettre ou de transmettre le signal. Donc, notre deuxième chapitre consiste à étudier des exemples de ces protéines ou de ces molécules. Donc, on les appelle les protéines, un type de ces protéines s'appelle les protéines adaptatrices. Donc, c'est quoi une protéine adaptatrice? Une protéine adaptatrice ou les protéines adaptatrices sont des protéines qui ont la particularité de ne pas posséder d'activité enzymatique. Ça, c'est la particularité principale. Cependant, ces protéines jouent un rôle très important dans la signalisation cellulaire. Ces adaptateurs possèdent des domaines consensus, comme les domaines SH2, domaines SH3, PH et PTB, et qui sont nécessaires aux interactions protéine-protéine et à la transduction du signal. Leurs différents domaines d'interaction protéine-protéine permettent de moduler positivement ou négativement la transduction du signal. Ces protéines se lient à travers des domaines d'interaction comme le domaine SH2 et PTB, connus par leur capacité à reconnaître les séquences peptidiques contenant une tyrosine phosphorylée. Parmi ces protéines adaptatrices à domaine SH2, il y a la protéine GRB2. Cette protéine est composée d'un domaine SH2 entouré de deux domaines SH3. Cette structure lui permet d'interagir avec des protéines contenant une phosphotyrosine via son domaine SH2 et des protéines contenant des régions riches en proline via ses domaines SH3. La protéine GRB2 peut se lier
avec les sites d'autophosphorylation des récepteurs aux facteurs de croissance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre protéine adaptatrice phosphorylée en tyrosine comme SHC ou de la phosphatase SHP2. D'autres membres de la famille GRB2 ont été également isolés, comme GRAP et GADS, qui sont possédés un domaine SH2 ayant la même spécificité de liaison que celui de GRB2, mais des domaines SH3 plutôt, qui ont des effecteurs différents de celui de GRB2. Donc, on voit très bien sur cette figure la structure de la protéine GRB2. Donc là, on a deux domaines SH3 au niveau des extrémités N et C terminales et un domaine intermédiaire SH2. Un autre type de protéines sont les petites protéines G monomériques. De nombreux processus cellulaires essentiels, tels que la transduction du signal, les réarrangements du cytosquelette et la plupart des mécanismes de transport, sont contrôlés par des commutateurs moléculaires, qui sont les protéines G. Ces protéines fixent alternativement des nucléotides GDP et GTP et adoptent ainsi deux conformations. Une forme de repos qui est associée au GDP et une forme active associée au GTP. Cette dernière, ça veut dire la forme active, peut interagir avec des protéines cibles appelées effecteurs et ainsi moduler leur activité. Et cette activation des protéines G a lieu lors de l'échange du GDP par du GTP. Alors que la dissociation spontanée du GDP in vitro dans un tampon physiologique est très lente, donc elle est de quelques minutes à plusieurs heures, il existe dans la cellule des facteurs d'échange qui provoquent la sortie rapide du GDP, permettant ensuite au GTP de le remplacer. C'est bien expliqué dans cette figure. Donc, on a un exemple d'une petite protéine G monomérique qui est la protéine RAS. C'est la protéine la plus connue. Donc, elle se trouve sous la forme inactive liée au GDP. Ensuite, et grâce à un facteur d'échange qui est le GEF, il y aura un échange du GDP par du GTP, ce qui va conduire à une activation de la protéine RAS. La protéine RAS active peut donc interagir avec une protéine, avec un effecteur pour transmettre le signal. Et cette protéine active, RAS active également, possède une activité GTPase. Donc, après transmission du signal, cette protéine RAS, elle va hydrolyser le GTP pour donner du GDP et du pyrophosphate et elle va se transformer en forme inactive après que le signal soit transmis. Donc, c'est tout pour ce cours. Donc, on verra la suite dans les prochains cours. J'espère que ça a été très clair pour vous et merci.